Salut, c'est Igloo sur topmusic.fr, saison 5, épisode 212. Cédric Simonin, toujours là. Ah oui. Je crois que vous n'avez pas raté une seule. Non, j'étais là tout le temps. Vous savez pourquoi? C'est que quand vous n'êtes pas là, on ne fait pas les émissions. C'est Donc, ça. c'est aussi simple que cela. Une nouvelle émission donc, avec un sujet qu'on aime bien. On va encore parler des crédits, des banques. Comment les enjeux environnementaux influent sur l'octroi des crédits. Et pour parler de ce sujet brûlant, on a invité Zachary Rubio-Saïn. Bonjour Zachary. Vous êtes expert en transition énergétique de la filière entreprise du Crédit Agricole Alsace Vosges à Strasbourg. Alors Cédric a plein de questions à vous poser, je vous laisse, mais je suis vigilant. Première question sous forme d'introduction. Et si l'impact du changement climatique avait une influence sur votre crédit, Eric? Dingue. Voilà une question qu'elle est bonne. Bah ouais. Donc, nous avons invité Zachary, le grand spécialiste en la matière. Alors Zachary, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les banques s'intéressent tellement au DPE, ce fameux diagnostic de performance énergétique, et quel est le lien finalement avec le financement? On oublie de dire depuis peu. Alors effectivement, peut-être que replacer le contexte, on a deux contraintes réglementaires là, qui se sont imposées ces derniers temps, puisque les banques ont effectivement été challengées sur l'approche environnementale, carbone, etc., au niveau national, au niveau européen. Et on a deux axes de résultantes assez fortes, qui vont être, dans un premier temps... Alors, je vais essayer de l'expliquer simplement, parce qu'on a des acronymes, c'est assez compliqué, mais on va essayer de faire simple. Nous avons l'obligation d'identifier ce que l'on appelle des projets verts, et demain de faire une sorte de ratio entre ce que l'on finance qui va être qualifié de vert et de bénéfique sur le total des encours bilan d'une banque. Ça veut dire qu'on passe aujourd'hui par un processus de taxonomie qui est de qualifier ce qu'on appelle un projet vert. Et dans ces projets verts, vous retrouvez les logements des particuliers qui ont les meilleures cotations des DPE, c'est-à-dire en général les notes A ou B. Ensuite, nous avons un deuxième effet qui est venu se mettre dessus, c'est que nous avons l'obligation de réaliser des bilans carbone. Et depuis peu, le bilan carbone s'est élargi de périmètre et nous impose de comptabiliser non pas ce que nous faisons de manière directe, mais aussi indirecte. Et dans l'indirect, c'est toute notre activité auprès de la société, c'est-à-dire ce que l'on fait en termes d'achat, de déplacement, mais aussi nos produits et services, dont les encours de prêt. Ça veut dire que les banques doivent s'intéresser exactement à ce qu'elles financent. C'est-à-dire que les banques entament aujourd'hui une démarche pour effectivement pouvoir verdir leur bilan et savoir exactement ce qu'elles ont dans leur portefeuille par rapport à ce que l'on appelle vert ou pas vert. Alors ça, je comprends pour ce qui arrive, puisque, vous l'avez dit, c'est assez récent. Maintenant, quid de ce qui est passé? Parce que les financements sont sur des durées relativement longues, donc ce qu'elles ont financé il y a 1, 2, 3, 5, 10 ans, elles le retrouvent encore sur 10, 15 ou les 20 prochaines années. Tout à fait. Et ça va peser dans leur bilan. Et ça va peser dans le bilan. Alors bien sûr, on est en train de parler de phénomènes, j'ai envie de dire, qui s'inscrivent dans le temps long. On commence cette cartographie, et c'est-à-dire que l'on se base sur, j'ai envie de dire aujourd'hui, la réglementation, qui aide aussi la réglementation dans l'immobilier, qui impose la production de DPE ou d'audit énergétique lors de certaines transactions. Je rappelle les classes F, G, etc., à horizon 2023 ou 2025, pour faire simple. Donc ça veut dire que bien sûr, on va avoir une photographie à l'instant T aujourd'hui, mais ça va vivre dans le temps, sur ce que l'on appelle le stock, et on va dire qu'à peu près un taux de maturité d'un crédit classique immobilier à peu près de 12 ans, va-t-on dire, entre 12 et 15 ans. Mais il peut y avoir très bien des biens qui ne vont pas vivre de transactions et qui vont qui vont rester dans le temps avec l'étiquette énergétique qui n'aura même pas été renseignée dans une première part, et lors d'une transaction qui va peut-être être renseignée, mais à l'instant T. N'inclut pas dans ce stock tous les travaux qui vont être réalisés au fil du temps. Donc on peut très bien imaginer que l'on fasse une grosse rénovation énergétique de notre logement. On le change de catégorie, on monte de 2-3 classes. Aujourd'hui, on ne sait pas encore le tracé puisqu'on ne demande pas, lors des travaux d'amélioration énergétique, ces DPE. À n'en pas douter, dans la logique, c'est quelque chose vers laquelle on devrait tout doucement se tourner. Alors, j'ai entendu dire que certaines personnes avaient eu des refus de financement à cause de mauvais DPE. Alors, dans l'ancien, puisque dans le neuf, la question ne se pose pas, dans l'ancien. Est-ce que c'est exact ou pas? Alors,
C'est une question délicate, mais on va tenter d'y répondre. Ça valait bien un petit coup de whisky. Ouais. Alors, Il a senti la question un peu pointue là. c'est la question piège, Un peu piquante. chose frappe, mais on peut y répondre en toute transparence, en tout cas pour ce qui me concerne. J'ai envie de dire, il y a 2 cas de figure bien identifiés. Vous avez ce que l'on va appeler le propriétaire de sa résidence principale, et puis plutôt celui qui se place en tant qu'investisseur-bailleur. Si on revient sur le cas numéro 1 du propriétaire de résidence principale, on peut se demander comment est-ce que c'est possible ? Parce qu'aujourd'hui, à mon sens, et dans l'environnement dans lequel je suis, il n'y a pas de politique formalisée d'exclusion ou de critères discriminants sur l'octroi d'un prêt immobilier adossé à un DPE. Donc comment on peut arriver à une situation qui dirait que la légende urbaine ou que des faits comme ça puissent être remontés ? Le premier qu'on peut imaginer, on n'est jamais à l'abri, j'ai envie de dire, d'une maladresse individuelle. Un chargé d'affaires dans une banque qui aurait, sur sa propre initiative, décidé. Bon, voilà, ça pourrait arriver. Il a cliqué sur le mauvais bouton. Peut-être, c'est à la marge, mais Ouais. ça pourrait arriver, pourquoi pas. On vit dans une société humaine avec sa courbe de Gauss, 5%, et puis les 80% au milieu qui sont, comme tout le monde, avec leurs qualités et leurs défauts. On pourrait imaginer aussi, parce que ça c'est un cas que j'ai déjà vécu, la façon dont on traduit ce type de phénomène et de remontée. Je m'explique. Vous avez ce qu'on appelle le nouveau PTZ, qui est un prêt spécifique conventionné de l'État pour permettre la primo-accession dans le logement ancien ou neuf. Et celui-ci, il est soumis à un critère d'octroi effectivement du DPE, dans lequel il faut, pour les classes les plus dégradées, montrer patte blanche, si j'ose dire, et s'engager de faire des travaux à hauteur 2, donc avec un DPE existant ou projeté. Avec une limite, je ne sais plus, on ne va pas rentrer dans les détails, mais quelque chose comme une limite à 330 kWh par mètre carré et par an. Ce qui veut dire qu'on pourrait très bien imaginer qu'un client se soit fait retoquer ce prêt réglementaire du NPTZ parce qu'il n'était pas dans ces critères-là. Donc ça mettait un petit peu en question tout l'ensemble de son projet immobilier pour cette petite enveloppe. Et effet boule de neige, on en fait un raccourci qui dit j'ai pas eu mon financement parce que j'avais une note dégradée. Pour les prêts immobiliers classiques, aujourd'hui, on est très loin d'être encore dans ces approches. Alors, dans le même registre, j'ai écouté une émission sur BFM. C'est une petite radio qui essaie de nous concurrencer, Eric, et qui évoquait, pour les investisseurs en locatif et toujours dans l'ancien, qu'une grande banque française, mais sans la citer, donc j'ai pas de nom à donner, ne prenait en compte que les revenus locatifs des logements quand le DPE était en F et ne prenait aucun revenu locatif dans la balance du poids du taux d'endettement, pardon, et aucun en G. Est-ce que c'est une information erronée ? Vous en avez entendu parler aussi ? C'est la deuxième question piège. Alors, cette deuxième question, tant mieux, merci de la poser, parce qu'en fait, ça me permet d'aborder la deuxième partie que j'ai pas faite juste avant, quand je vous ai dit les 2 cas de figure. Donc, on a vu le propriétaire de sa résidence principale. Ça fait le lien. Donc, là, on est en train de parler de celui qui se positionne en tant qu'investisseur, que bailleur. Là, c'est plusieurs sujets qui se télescopent, parce que, déjà, d'une part, on ne prend pas l'intégralité des loyers dans ce que l'on appelle le taux de charge. Donc déjà, c'est un premier aspect. On est à 70%, mais selon les banques, ça peut varier. Il n'y a aucun critère spécifique pour les banques qui définissent ce qu'on appelle le reste à vivre. Donc chacun positionne ses critères. C'est quand même extrêmement compliqué aujourd'hui à appréhender. C'est pour ça qu'on est sur des standards que l'on positionne, puisque sont inclus forcément le logement, les charges, l'habillement, les déplacements, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour un bailleur qui viendrait vous voir avec un projet immobilier, alors qu'aujourd'hui, le logement ne peut plus être loué parce que sa classe de DPE ne le permet pas, mais dont le business plan projetterait, ou sur plusieurs années, un revenu issu d'un logement qu'aujourd'hui, on le sait, ne pas pouvoir être loué sur le marché, j'ai presque envie de dire que c'est plutôt du bon sens, et ça reste dans le rôle d'un banquier d'appréhender ce que l'on estime être une revenu de loyer par rapport à un investissement. Donc je pense qu'aujourd'hui, on reste sur des études au cas par cas. Celui qui a une surface financière qui le permet, celui qui s'est déjà positionné en tant qu'emprunteur sur des projets, j'ai envie de dire, de bailleurs et d'investisseurs,
celui-là, il aura rarement des problématiques. En revanche, c'est vrai qu'un primo-investisseur qui aurait une surface financière très réduite, eh ben, il se met en risque d'aller sur ces sujets-là, ce qui veut dire que c'est plutôt de bon augure que de l'aider et de l'accompagner à avoir cette vigilance. En revanche, ce que je peux aussi dire, c'est qu'on est plutôt en train de se positionner à accompagner les porteurs de projets, puisqu'on met en place différents dispositifs. On a même mis récemment une plateforme de l'aide à la rénovation énergétique qui s'appelle GECORénov. Donc on identifie les projets, on peut même mettre en relation avec l'artisan. C'est-à-dire qu'on est plutôt dynamique et offensif sur la rénovation thermique des logements. Alors maintenant, je reviens pour boucler la boucle par rapport à ma question initiale, c'est quel était l'impact des enjeux environnementaux. Alors on l'a vu sur l'octroi des crédits, mais maintenant si on se projette dans un avenir proche, est-ce que ça voudrait dire que la valeur patrimoniale de certains biens sera revalorisée à la baisse ? Alors, ce qui est sûr, c'est que là, on a aujourd'hui des effets conjoncturels qui sont compliqués. Ils ne sont pas très favorables aujourd'hui à déployer massivement des projets de rénovation énergétique chez les propriétaires, par exemple, que vous citiez tout à l'heure, qui ont beaucoup de logements. On peut avoir des contraintes techniques. On a aujourd'hui une inflation qui, quand même, pèse un petit peu dans la balance. On a des artisans qui sont difficiles à contacter. Tout le monde n'est pas au même niveau, donc on a quand même du mal à faire les bons devis et à mener les opérations dans les temps. Et puis, bien sûr, on a les taux d'intérêt des prêts qui ont aussi fortement augmenté. Ça veut dire que ce n'est pas forcément favorable pour mener ces travaux. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit bien que la valeur verte immobilière, alors pas dans les zones à forte pression immobilière, mais dans l'urbain, on va dire, maisons individuelles, on a déjà constaté forcément des petites sensibilités de baisse dans les transactions des classes les plus dégradées et mécaniquement des hausses de transactions. En 2021, il me semble quelque chose comme 30% quand même, sur les classes les plus dégradées. Donc c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a des propriétaires qui se pressent un petit peu, en tout cas ceux qui sont en position dans le locatif, de céder ces biens pour ne pas avoir à subir des charges supplémentaires, parce que peut-être que l'investissement est trop lourd, mais peut-être aussi que techniquement, ils ne pourront pas. Et puis des clauses échappatoires aujourd'hui qui sont extrêmement compliquées. Oui, quand on parle de ne pourrait pas, c'est lié peut-être à l'âge de la personne. J'ai 70 ans, j'ai des biens depuis de très nombreuses années, mais ma retraite ne me permet pas de faire des travaux dans ce bien-là, ou même juste, entre guillemets, mes capacités à suivre un chantier, à faire des devis, etc., ce qui peut être un peu compliqué pour des personnes de cet âge-là, qui pourrait être compliqué, attention à ce que je dis. Et puis, il y a des biens qui sont, par exemple, dans le cadre de monuments historiques ou des biens type haussmannien qui, en rénovation, sont plus que compliqués à mettre en œuvre. Donc là, ça va vraiment être compliqué pour ces propriétaires-là de trouver une solution. Je pense qu'effectivement, sur les projets à la marge décrits, effectivement, là, ça va être très compliqué. C'est pour ça que je faisais référence peut-être à des clauses échappatoires qui devraient ou qui pourraient être portées par la suite. Là aussi, ce serait du bon sens. Après, si on regarde sur la masse, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu en double peine, parce que c'est souvent ceux qui ont le moins de patrimoine ou le moins de surface financière qui ont les biens les plus dégradés. Certains sont pas loin de la précarité énergétique. Certains ont payé pendant des années des logements, de la consommation d'énergie dans des logements très énergivores pour des propriétaires qui aujourd'hui, dans cette situation décrite, arrivent un petit peu face au mur, mais peut-être problème d'anticipation ou pas. Donc, si c'était possible avant, j'ai envie de dire, quand on est investisseur, il faut aussi avoir une vision un petit peu long terme. Et effectivement, il y aura peut-être des impasses dans des cas très techniques, et cela, on verra comment on va pouvoir les lever. Et on va suivre ça très très près. Merci beaucoup, Zachary. À très bientôt. Merci, Cédric Simonin. L'émission et les autres, c'est sur topmusic.fr. Sur Igloo On Air, c'est sur Facebook, sur les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube. À très bientôt. Salut.